Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve ce soir pour débriefer un week-end de foot très chargé, reprise des championnats européens, les grosses écuries qui ronronnent déjà et une fin de mercato d'été qui est pas avare de rebondissements. C'est parti. Et on commence avec l'information la plus sonore du football hexagonal ce lundi, c'est l'arrivée imminente de Kevin Strootman à l'Olympique de Marseille. L'international hollandais s'est rendu à la commanderie ce matin pour passer la traditionnelle visite médicale et devrait s'engager dans la foulée. Les montants exacts n'ont pas encore fuité, mais le transfert du Romain est incontestablement l'un des plus gros coups réalisés en Ligue 1 cet été. Alors personnellement, je suis encore assez partagé sur ce transfert, je ne sais pas totalement comment me positionner, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je pense d'abord que Strootman c'est absolument une recrue de qualité. Demandez à n'importe quel supporter romain, ils sont dégoûtés de le perdre. Il a beaucoup de classe, il est international et titulaire en sélection. Rudy Garcia le connaît très bien pour l'avoir entraîné à la Roma. Et en plus, il sort de 2 saisons pleines avec 89 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun doute sur son talent, sur sa qualité pure. Et il va améliorer l'entrejeu marseillais. Le point négatif maintenant, c'est que c'est une opération qui est chère, qui est risquée et qui est peut-être pas exactement au poste qu'il fallait non plus pour l'OM. Cher d'abord parce que, comme j'ai dit au moment où j'enregistre cette vidéo, le montant exact de la transaction n'a pas encore fuité, mais on parle beaucoup de 25 millions d'euros, assorti de 5 années de contrat à 7 millions bruts. Donc pour un joueur qui a 28 ans, c'est un gros contrat. Deuxième chose, Strootman s'est fait les ligaments croisés en mars 2014 et ensuite il a rechuté et il a enchaîné les opérations du genou. Au final, il a pu retrouver les terrains qu'en février 2016, donc il a passé 2 ans sans jouer, pratiquement sans jouer. Voilà, aujourd'hui il se porte plutôt bien et comme j'ai dit, il sort de 2 saisons pleines, mais c'est quand même des blessures qui laissent des traces, combinées à son âge, 28 ans, et à son salaire exorbitant pour un joueur de Ligue 1 en tout cas, ça fait quand même des gros facteurs à considérer. Enfin, on peut estimer que, au vu de l'investissement, c'est peut-être pas le poste qu'il fallait renforcer vraiment en priorité, à voir si Garcia modifie son dispositif, mais de ce que j'ai entendu et lu, Strootman devrait jouer aux côtés de Luis Gustavo dans un 4-2-3-1, et donc il prendrait la place actuelle de Morgan Sanson. Quand on voit à quel point le poste de 9 est démuni, voire même celui de gardien, avec Pelé et Mandanda qui enchaînent les prestations assez peu convaincantes, on peut se dire que si le mercato marseillais en reste là, et c'est possible, vu l'effort financier consenti encore une fois, si le mercato marseillais en reste là, il restera des grosses faiblesses dans ce groupe. Donc voilà, c'est un peu les deux idées qui entrent en concurrence dans mon esprit au moment de donner l'avis final. Excellent joueur, mais est-ce que c'était vraiment la meilleure décision et au meilleur coût prise par les dirigeants marseillais ? Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Est-ce que Strootman c'est une bonne pioche pour l'OM ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Ce qui est certain en tout cas, c'est que du positif pour la Ligue 1. Voilà, c'est un joueur magnifique et c'est un très beau signal envoyé par notre championnat. On enchaîne avec la piste Thierry Henry qui se refroidit sérieusement pour Bordeaux. Un temps annoncé pour prendre place sur le banc des Girondins, Henry pourrait finalement refuser. C'est, une fois n'est pas coutume, Paris Match qui l'annonce, et selon l'équipe, les pistes Ranieri et Ricardo seraient à l'étude. Alors encore une fois, c'est un dossier sur lequel je suis assez incertain. Est-ce que Henry à Bordeaux serait une belle opération pour les deux parties engagées ? On va dire que pour les dirigeants bordelais, et notamment les nouveaux propriétaires américains, ce serait, dans un premier temps en tout cas, une très belle opération de communication. La victoire contre Monaco, ce week-end a un peu dilué l'affaire Poyet, mais tout de même, entre mauvais résultats et relations entraîneur-dirigeant catastrophiques, l'ambiance à Bordeaux est assez délétère en ce moment, et le nom d'Henry qui ressortait dans les médias a permis de passer un beau coup de gloss sur tout ça. Maintenant, il faut juste absolument que ça se fasse, sinon les frustrations générées, notamment chez les supporters bordelais, vont offrir un sacré retour de bâton. Niveau sportif ensuite, est-ce que Henry serait un bon fit pour Bordeaux ? C'est assez difficile de se prononcer, parce que bien sûr il a connu des entraîneurs d'exception dans sa carrière, Wenger, Rijkaard, Guardiola, mais son expérience personnelle dans un poste d'encadrement est assez limitée, entraîneur des attaquants de la sélection belge, et c'est tout. Alors se lancer tout de suite dans le grand bain, dans un poste qui est quand même relativement exposé, c'est quand même un club de Ligue 1, et surtout avec un groupe qu'il n'a pas choisi, ça paraît compliqué. Même Zidane avait commencé d'abord par la Castilla, et ça s'était initialement pas très bien passé. La preuve qu'il faut toujours un peu de temps, qu'il faut peut-être un peu de temps à Henry, ou alors un poste plus facile pour se lancer, on verra. Un rapide tour d'horizon de notre Ligue 1 maintenant. En ouverture, Lyon a livré une première mi-temps insipide contre Strasbourg, mais a tout de même réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de Martin Terrier.
Bertrand Traoré a ensuite doublé la mise en contre et l'OL se relève après son revers à Reims le week-end passé. Et puis samedi, la MCN a hissé Paris au-dessus d'Angers, une rencontre marquée par le choix tactique surprenant de Tourelle et par l'ouverture du score de l'inévitable Cavani, suivi d'une belle reprise d'Mbappé et d'une action collective de grande classe conclue par Neymar 3-1. Montpellier et Saint-Etienne se sont neutralisés 0-0, comme Nantes et Caen 1-1. Toulouse a éteint l'ardeur des Croconimois 1-0. Amiens a dévoré Reims 4-1, comme Lille face à Guingamp 3-0. Nice s'est écroulé en seconde période contre des Dijonais qui prennent la seconde place de la Ligue 1. Départ sensationnel pour les hommes de Dalloglio, 3 victoires en 3 matchs, 8 buts marqués et un seul encaissé. Dijon a déjà fait presque un quart du chemin vers le maintien et pourrait se prendre à rêver d'une place européenne. Enfin, les cadors habituels, eux, ont connu une déconvenue. Monaco, revenu au score par l'intermédiaire de Pellegrini, a lâché dans le temps additionnel contre les Girondins et s'incline 2-1. Marseille a livré une seconde mi-temps énergique, mais sa première désastreuse lui vaut seulement le point du nul à domicile contre Rennes. Alors quelques belles opérations à distinguer, on a Paris qui s'envole déjà, tout n'est pas parfait, mais après avoir été mené au score le week-end dernier, ils ont à nouveau montré de la ressource samedi, à nouveau par l'intermédiaire de Mbappé, et les poursuivants habituels sont déjà distancés. Ensuite, Lyon, loin d'être assurant dans le jeu, mais qui grâce à sa victoire devance déjà Monaco et Marseille de 2 points, prend déjà une courte avance dans la course au podium, et Nabil Fekir est entré à 15 minutes du terme et retrouve donc le chemin des terrains. Et ensuite, Dijon, forcément, je le disais tout à l'heure, mais si on estime que le maintien est mathématiquement garanti à 42 points, il se place d'ores et déjà très très bien. Pourquoi pas viser une première partie de tableau cette année après leur 11e place la saison dernière. L'équipe qui m'inquiète, entre guillemets, c'est plutôt Monaco. On est habitué à les voir mener une course acharnée avec Lyon et Marseille pour le podium. On est habitué à les voir remporter cette course aussi, en tout cas les dernières années. Là, il me semble un petit peu plus à la traîne. Alors bien sûr, on connaît la stratégie monégasque, on connaît le projet, et il y a beaucoup de jeunes très talentueux dans ce groupe, mais tout de même, l'effectif a jamais été aussi chamboulé que cette saison. Alors ça pourrait être une vraie année de rupture. Bien sûr, laissons le temps faire son œuvre, mais tout de même, je pense que c'est une dynamique à surveiller. On passe rapidement de l'autre côté de la Manche avec la première victoire d'Unai Emery sur le banc d'Arsenal, 3-1 face à West Ham. La confirmation de Liverpool face à Brighton grâce à Mohamed Salah, qui inscrit l'unique but de la rencontre. Fulham qui se rebiffe après 2 revers face à Burnley, victoire 4-2. Enfin, Manchester City n'a pas pu aller décrocher mieux que le point du match nul à Molineux, 1-1 face à des Wolves en réussite. Chelsea a réussi à forcer l'issue dans le Money Time à St James Park, 2-1 contre Newcastle. En Allemagne, le Bayern a finalement vaincu Hoffenheim 3-1, mais a perdu Kingsley Coman sur blessure. Le Dortmund de Favre a également réussi son entrée en matière face à Leipzig. Pourtant, c'est bien le Rasenball Sport qui frappe en premier. Au bout de 30 secondes de jeu, Jean-Kévin Augustin profite d'un manque d'agressivité dans la défense jaune et noire pour ouvrir son compteur but. Mais d'une superbe tête plongeante, Daoud rétablit la balance à la 20e, avant qu'un coup franc excentré de Reus, dévié par Sabitzer, puis un ciseau retourné de Witsel 120 secondes plus tard, ne la fasse définitivement pencher du côté du Borussia. En toute fin de rencontre, on retrouve Reus, et cette fois le but lui sera attribué, 4-1 score final. Quelques grosses affiches en Serie A également, la Juve s'est défaite de la Lazio 2-0, toujours pas de but pour Cristiano, mais une superbe volée de Miralem Pjanic pour lancer les hostilités. Les deux Milan ont connu des déconvenues de taille. Face au Torino, les Nerazzurri menaient 2-0 grâce à Perisic et De Vrij, avant que Belotti puis Meite n'obtiennent le partage des points en seconde. Pour les Rossoneri, c'est encore pire. Une superbe reprise de Giacomo Bonaventura et un second but de Calabria ont été effacés par un doublé de Zielinski et un but en fin de match de Dries Mertens. 3-2 pour Naples, qui renverse à nouveau une situation compliquée et s'offre 2 victoires en 2 matchs. Enfin, la Fiorentina a absolument atomisé le Chievo Vérone, 6-1 au stade Artemio Franchi. L'Espagne enfin, où le Barça s'est difficilement défait du Real Valladolid sur une pelouse exécrable qui a vu la Liga ouvrir une enquête. Le Real Madrid a également triomphé à l'extérieur de manière convaincante, 4-1 contre Gérone, une panenka de Sergio Ramos a remis les Madrilènes sur les bons rails, un doublé de Karim Benzema et un rush bien conclu par Gareth Bale ont fait la différence. Les autres rencontres ont vu l'Espagnol surprendre Valence 2-0, tandis que le Betis, comme Séville, ont tous deux concédé le partage des points, 0-0 face à Alaves pour les Verdiblancos, 0-0 contre Villarreal pour les partenaires de Banega.
Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de l'œil de Willou. Alors j'ai modifié un peu la formule cette fois en sacrifiant, on va dire, l'analyse au profit des images des matchs de championnat européen. Mais il y avait beaucoup de rencontres à aborder et je voulais que ça soit pas trop long non plus. Ce sera pas nécessairement comme ça pour les prochains épisodes de l'œil de Willou. Mais voilà, vous avez l'explication. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite, mais peut-être pas si vite que ça non plus. En fait, je vous prépare une grosse surprise pour lundi prochain. Alors, je vais peut-être rester un petit peu terré d'ici là. On verra comment ça se déroule. Mais donc voilà, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une superbe soirée et surtout bon courage pour la reprise. On se dit donc à bientôt. Gros bisous.